Aujourd'hui, Stephen Guilbeault fait figure de sage, d'expert médiatisé face aux nombreuses questions environnementales. Bien sûr, il a cessé de pratiquer la désobéissance civile non violente pour s'adonner davantage au jeu de l'influence politique. Fini les nuisances au pays des sables bitumineux ou les spectaculaires ascensions de Tours. Place aux rencontres de politiciens et aux positions nuancées, par exemple son appui au R&M de la Caisse de dépôt. Mais, fondamentalement, rien n'a changé chez lui. Il est de ceux qui, devenus militants dès l'enfance, le resteront à jamais. De ses quartiers chez Équiterre, un organisme prônant des choix écologiques socialement équitables, ce gamin de la Haute-Mauricie est devenu, au fil des ans, un accompagnateur dans cette transition en cours vers des demains différents, des demains obligatoirement libérés des énergies fossiles et devenus respectueux de toutes les formes de vie. Homme de spiritualité et de rigueur professionnelle, environnementaliste, somme toute optimiste quant à l'avenir, Stephen Guilbeault se considère aujourd'hui privilégié de pouvoir contribuer à l'amélioration planétaire en aidant la société à cheminer dans la bonne direction. Une petite goutte d'eau dans l'océan, dira-t-il. Quand je retourne en arrière, puis je repense à mon enfance, je viens de La Tuque, une ville au sud du lac Saint-Jean. Quand j'avais à peu près 4 ans, 5 ans, on habitait à la frontière de la ville et derrière la maison, c'était la forêt. Vraiment, la forêt, les montagnes, je pouvais me perdre là-dedans. Là, et c'était mon terrain de jeu, donc pendant mon enfance, jusqu'au jour où il y a des travailleurs qui arrivent pour couper cette forêt-là, pour faire place à un nouveau développement immobilier. Et là, j'entre dans la maison un peu en état de panique, puis je dis à ma mère, Maman, ils sont en train de couper notre forêt. Je n'avais pas vraiment de notion de propriété, c'était mon terrain de jeu, donc c'était notre forêt. Et là, ma mère, de façon assez très peu caractéristique de sa personnalité, parce que c'est pas quelqu'un qui va contester l'autorité. C'est pas une dame qui est militante. Mais elle me dit, bon, si tu grimpes dans un arbre, elle dit, celui-là, ils ne pourront pas le couper. Alors, j'avais 4-5 ans, je faisais ça à longueur de journée, moi, grimper dans les arbres. Sans faire ni un ni deux, j'ai choisi un arbre, j'ai grimpé, puis je suis resté là toute la journée. Et ils n'ont pas pu couper l'arbre. Cet arbre-là, cette journée-là, ils ne l'ont pas coupé. Il est resté debout. Ils sont revenus le couper le lendemain ou le surlendemain quand j'étais à l'école. Ils ne pouvaient pas venir me chercher. J'étais un petit bonhomme de 50 livres au bout d'un arbre. Il n'y a pas un homme de 200 livres qui était capable de monter puis de venir me chercher. C'était dangereux, puis deux, c'était bien trop compliqué. Et même que ma mère a joué le jeu, c'est une petite ville là-dessus, tout le monde se connaît un peu. Alors, il y a quelqu'un qui savait j'étais le fils de qui, est allé chercher ma mère, puis là, il a dit, Madame, il dit descendre. Fait que là, ma mère, elle vient, elle dit, descends. Puis je dis, non. Elle dit, il ne veut pas descendre, allez le chercher. Mais, alors, je pense que, si j'avais à trouver un point de départ pour comment je suis ici aujourd'hui, je pense que c'est ça. Mais à ce moment-là, je veux dire, j'en étais pas conscient. Et après ça, quand j'étais au secondaire, j'étais impliqué dans les comités étudiants, je faisais du sport, j'étais à la radio étudiante. Donc, je prends le goût à m'impliquer dans ma communauté qui est l'école à ce moment-là. Puis c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Je ne vais jamais arrêter sous une forme ou une autre de m'impliquer. Pas toujours en tant que militant, mais d'être impliqué dans ma communauté d'une façon ou d'une autre. J'ai commencé ça au secondaire, puis même un peu au primaire, puis je n'ai jamais arrêté encore. Pourquoi l'environnement? Bien, en fait, j'ai fait de la politique étudiante, donc quand j'étais à l'Université de Montréal, j'étais à la Fédération universitaire de l'Université de Montréal, la FECUM, avec des personnes comme François Rebello, qui a été député du Parti québécois et de la CAQ, Nicolas Girard, qui a été député du Parti québécois. Donc, ces gens-là, c'est des gens avec qui j'ai étudié. J'ai fait de la politique étudiante avec eux, mais j'en avais fait au secondaire également. Quand
Donc, je quitte La Tuque pour aller à Trois-Rivières au cégep pendant 2 ans. Puis après ça, j'arrive à Montréal, la grande ville. J'ai une ville d'à peine 10 000 personnes à l'époque. Puis j'arrive à Montréal et là, c'est comme... c'est l'explosion de découvertes, de connaissances. Je me mets à m'intéresser beaucoup aux affaires internationales. Et ma première... sauf la politique étudiante, la première cause pour laquelle je vais vraiment m'impliquer beaucoup, c'est la cause des droits de la personne. Alors, pendant 2 ans, je vais faire du bénévolat et je vais aussi être employé l'été, comme emploi d'étudiant, pour la Fondation canadienne des droits de la personne, dont le siège social était ici à Montréal, qui avait été mis sur pied par un des co-rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, John Humphrey, qui est un avocat, professeur canadien. Et là, je me mets à m'intéresser beaucoup aux questions de justice, d'inégalité. Et je vais faire ça, puis pendant mes études à l'Université de Montréal, je rencontre des gens comme Laure Varidel, comme Sidney Ribault, qui est directeur général ici chez Équiterre, et d'autres amis. Et là, je laisse un peu les droits de la personne ou je me mets à travailler sur d'autres formes d'inégalité, sur d'autres injustices qui sont celles au niveau environnemental. On a un comité qui relève d'une organisation, puis là, on arrive sur la fin de notre bac. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, qu'on fait toutes sortes de choses, puis on se dit, ce serait le fun de pouvoir travailler là-dedans. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas énormément d'emplois. En 1993-94, dans le domaine environnemental. On parlait quand même d'environnement. Il y avait eu en 1992 le sommet de la Terre de Rio, puis c'était un enjeu qui était relativement nouveau, mais en termes d'emploi, c'était pas évident. Il n'y en avait pas énormément. Alors, on a décidé de créer nos propres emplois, et c'est comme ça qu'on a fondé Équiterre. Quand on va créer Équiterre, on va faire des choses, on va poser des gestes très militants, pas nécessairement de façon dans un cadre de désobéissance civile non violente. On va organiser, par exemple, des manifestations à vélo, donc avec d'autres, on va vraiment s'impliquer comme ça sur le terrain avec notre corps. On ne va pas juste écrire des lettres, quoique ça peut être très bien aussi d'écrire des lettres, là, mais on sent ce besoin-là, on est jeune, on est révolté, puis on veut faire avancer les choses, on veut que les choses changent. Mon passage à la Fondation canadienne des droits de la personne, tout ça fait en sorte que je m'intéresse évidemment à toutes sortes de courants. Et là, c'est là où je commence à lire les écrits de Gandhi, puis de Martin Luther King, puis je commence à m'intéresser à toute cette question-là que je ne connaissais pas vraiment avant de la désobéissance civile non violente. Et je vais même suivre un cours de formation par le Centre de ressources sur la non-violence, qui est un organisme sans but lucratif et qui fait toutes sortes de choses à ce niveau-là, qui va faire des cours dans des écoles. Moi, j'ai travaillé pour eux pendant un bout de temps. On faisait des ateliers dans des écoles avec les jeunes sur la résolution pacifique des conflits. Dans des cours d'école où il y a du taxage, puis des choses comme ça. Comment on réussit à changer ces dynamiques-là? Alors, et là, on faisait des simulations dans ce cours-là. Bon, ben toi, tu es un militant, puis là, la police arrive, puis tu viens t'arrêter, puis on se faisait brasser la cage pour comprendre que quand tu fais quelque chose comme ça, ça peut très bien se passer, puis ça peut très bien aller, mais des fois, ça peut être un peu difficile d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue personnel et même d'un point de vue physique. Je ne recommande pas à quelqu'un qui veut faire ça, là, de se lancer comme ça. Là. Je pense qu'il y a toute une préparation mentale, émotionnelle avant de faire ce genre de choses-là. On crée Équiterre, je suis un des premiers employés, mais au départ, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. L'organisme n'arrive pas à bien faire vivre 2 personnes, on est deux employés. Et là, il y a un poste qui s'ouvre à Greenpeace. On avait déjà commencé à collaborer avec Greenpeace à l'époque, à Équiterre. Puis le directeur de Greenpeace de l'époque m'a dit, écoute, moi, je pense que tu devrais appliquer sur ce poste-là.
sûr que pour quelqu'un qui... Donc, ça faisait quelques années que je militais en environnement, j'avais fait de la désobéissance civile. Greenpeace, c'est l'organisation qui marie les deux à la fois. C'est une grande préoccupation pour l'environnement et une organisation qui pose des gestes d'éclat pour sensibiliser, pour tenter de mettre fin à des activités qu'ils jugent immorales ou même illégales dans certains cas. Alors, je décide d'appliquer et j'obtiens le poste chez Greenpeace. Alors, je quitte Équiterre, mais sans jamais vraiment quitter parce que je vais rester sur le CA d'Équiterre je suis à Greenpeace pendant des années, puis je pense que pendant 10 ans. Sur ces 10 ans-là, j'ai été sur le conseil d'administration d'Équiterre, 7 ou 8 ans sur 10. Quand je suis à Greenpeace, je vais beaucoup travailler avec Équiterre. On va être comme larron en foire, on va faire beaucoup de choses ensemble. Mais c'est sûr que Greenpeace a une façon de faire qui n'est pas la même qu'Équiterre. Ça fait 10 ans cette année que je suis revenu à Équiterre. Je pense que c'est au mois d'avril ou au mois de mai, donc dans quelques semaines. Et les gens, chez Greenpeace, savaient que j'avais déjà eu de la formation en désobéissance civile. J'avais déjà fait quelques trucs. On avait organisé une conférence de presse sur le gazon de la maison de Jean Chrétien à Shawinigan pour dénoncer les investissements canadiens dans le nucléaire. On avait fait ça de façon très pacifique. On était allé cogner à la porte, on avait expliqué ce qu'on allait faire. Ça a pris 5 minutes avant que la police arrive. Mais on a fait notre conférence de presse. Donc, j'avais déjà commencé à poser ce genre de geste-là, d'éclat un peu, avant même d'arriver à Greenpeace. Et je faisais de l'escalade. Alors, j'étais un candidat assez parfait pour faire ça chez Greenpeace. Donc, avant de faire la tour du CN, je vais être arrêté 2 fois pour 2 autres actions. Une à Toronto, où je vais grimper sur une tour, mais plus petite que la tour du CN. Et une autre dans les sables bitumineux de l'Alberta, où on va bloquer pendant une journée un convoi d'un four géant qui est utilisé pour séparer. Ça a l'air d'une espèce de sous-marin, c'est immense. Ça fait je ne sais pas combien de centaines de pieds. Et on va le bloquer pendant une journée pour attirer l'attention, parce qu'à cette époque-là, fin des années 90, on ne parlait à peu près pas des sables bitumineux, alors qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'était une des premières, en fait, c'était la première fois que Greenpeace intervenait sur les sables bitumineux. Et là, on est donc, quelques années plus tard, en fait, en 1997, il y a la conférence de Kyoto sur les changements climatiques. Le Canada signe l'accord, mais au niveau international, la première étape pour qu'un pays s'engage envers une convention, une entente internationale auprès de l'ONU, on doit la signer. Mais juste le fait de la signer, c'est un geste ultimement symbolique. Ça ne donne pas force de loi à cette entente-là. Pour que l'entente ait force de loi dans un pays, il faut la ratifier. Et là, on est en 2001, donc ça fait 4 ans, presque 4 ans que le Canada a signé Kyoto, mais là, on ne sait pas s'il va ratifier, puis le gouvernement chrétien branle dans le manche, puis une journée, ouais, peut-être qu'on va ratifier, puis une autre journée, on n'est pas si sûr que ça. Alors, on décide d'essayer d'attirer l'attention de la population canadienne à cette question-là. Et on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ferait en sorte que les gens vont en parler, que on va mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il ratifie. Et c'est un collègue à moi qui habite Toronto qui dit « On escalade la tour du CN ». Greenpeace a des experts en logistique pour faire ce genre de choses-là. Là. Tu n'arrives pas un matin, tu dis « Bon, je me lève, je vais aller escalader de la tour du CN ». Des gens qui ont fait ça. Alors, pendant des semaines, sinon, en fait, des mois, on va préparer ça. On va préparer ça à plusieurs égards. Donc, quand on fait quelque chose comme ça, là, il faut savoir comment on va faire pour monter. On sait qu'il y a des gardes de sécurité. Fait que il y a combien de gardes de sécurité? C'est quoi les rondes? Ils changent de chiffre à quelle heure? Et mon copain va, tous les jours, il va aller à la tour du CN, puis il va se mettre chum avec les gars, puis il va jaser avec eux autres. Puis bon, il finit par savoir tout ça. On sait où sont les caméras de sécurité. Alors, il y a cette préparation-là, puis il y a aussi la préparation physique. Là. Il faut escalader à 1300 pieds. Donc, même si je faisais de l'escalade, on s'est entraîné pendant des semaines pour faire ça.
pour se préparer parce qu'on savait que ça allait être long et difficile. Et là, un matin, vers 3 heures, on part, on arrive au pied de la tour vers 4 heures du matin. Puis là, il y a toute une équipe. Il n'y a pas juste les 2 personnes qui escaladent la tour, là, mais... Alors là, on part, puis on prend d'assaut le pied de la tour. Et là, il y avait des câbles d'acier. Alors, on savait tout ça. On savait que les câbles d'acier faisaient 3/8 de pouce. On avait des mécanismes pour escalader sur des câbles d'acier de 3/8 de pouce qu'on avait commandé, une compagnie canadienne qui faisait ça. C'était des trucs très précis. Et on commence. Et là, quand les gardes de sécurité, le temps que les gardes de sécurité réalisent ce qui se passe, moi, je suis déjà 30 pieds dans les airs, puis là, il est trop tard. Ils ne peuvent plus venir me chercher. C'est fini, là. En fait, c'est pas fini parce que ça va prendre 4 heures avant d'arriver en haut de la tour. Et mon collègue d'escalade, lui, c'est un grimpeur professionnel. C'est quelqu'un qui faisait ça de façon professionnelle. On en voit parfois ici à Montréal. Là, on travaillait sur le pont Champlain. Alors, c'était un Britannique c'était vraiment un pro de ça. Moi, je n'étais pas un pro, mais j'étais capable. Alors, on va grimper, donc ça va nous prendre 4 heures. Lui, il a une caméra à ondes courtes sur son casque. Moi, j'ai un téléphone cellulaire, fait qu'on peut faire des entrevues TV, radio, live de la tour du CN, parce que lui envoie des images au sol, puis là, les équipes de télé peuvent se brancher pour avoir les images. En fait, pendant 4 heures de temps, on va rester là à faire des entrevues. On va déployer une banderole qui va dire Bush et Canada, Climate Killers. Parce que les États-Unis venaient d'annoncer qu'ils ne ratifieraient pas le protocole de Kyoto, et là, le Canada branlait dans le manche, alors on voulait faire pression. Et ça va nous prendre à peu près 4 heures pour redescendre aussi, parce qu'on est sur un câble d'acier, on n'est pas sur une corde, on ne peut pas faire du rappel, comme les gens voient parfois là, à la télé pour l'escalade. Alors, c'est aussi long et aussi difficile monter que descendre. En fait, au bout de 12 heures, parce que 4 heures monter, puis là, 4 heures, on est resté un peu en place, fait que c'était pas très difficile, mais tu es attaché, je veux dire, c'est pas le confort, tu es dans un harnais d'escalade, tu es attaché avec 2 cordes après tes mécanismes d'attention sur un câble d'acier à 1300 pieds dans les airs. C'est pas... on n'est pas en train de regarder un film sur le sofa tranquille, là, non, c'est autre chose. Et là, donc ça va nous prendre à peu près 4 heures redescendre. Donc, on va être sur les câbles, sur la tour pendant une demi-journée, pendant à peu près 12 heures. À tous les 4 ou 5 ans, ils doivent refaire le ciment à l'extérieur. Tu sais, ils doivent colmater les brèches qu'il y a dans le ciment. Alors, ils installent eux-mêmes, des employés de la tour, à partir des câbles qui partent de sous l'observatoire jusqu'en bas. Et là, en bas, ils mettent une plateforme pour pas que les gens, pour éviter que les gens fassent comme nous on a fait, mais ils mettent des mécanismes de sécurité, tout ça pour éviter que les gens y aillent. Mais nous, on est partis d'en bas et on a monté, donc pendant 4 heures. Donc, on a monté jusque sous l'observatoire. Et là, on est resté là pendant 4 heures et là, on est redescendu après ça. Et ça a pris à peu près le même temps à descendre. En fait, on n'est pas redescendu complètement jusqu'en bas parce que quand on a commencé à redescendre, il s'est mis à pleuvoir et là, ils annonçaient des orages et des orages électriques. Alors, tu as 2 gars bien mouillés au bout de câbles d'acier à 1300, 1200 pieds. Les pompiers, la police nous ont recommandé d'entrer dans... Il y a des trappes à certains endroits dans la tour. Donc, on avait redescendu à peu près les 2 tiers. Il restait un tiers, mais là, il commençait à pleuvoir de plus en plus, il commençait à y avoir des éclairs. Alors, ils nous ont recommandé d'entrer. Ils ont ouvert une porte, une de ces trappes-là, puis on est rentré à l'intérieur. Puis là, on s'est fait arrêter. Ils nous ont félicités. Ils nous ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment cool, ce qu'on avait fait. Il y a des ambulanciers qui sont venus nous voir pour nous demander si on avait besoin d'assistance médicale. On a dit non, ça allait. On était fatigués. Et là, il y a une des ambulancières qui sort une feuille de papier pliée de sa poche. Puis c'était notre communiqué de presse. Puis elle dit « Pouvez-vous me le signer? » Puis là, les policiers se mettent à faire des blagues. Puis ça a été... à chaque fois, je me suis fait arrêter, sauf une fois où je suis tombé sur un policier un peu plus rigide, là, mais même quand on avait fait l'action à Edmonton, dans les sables bitumineux, on avait été arrêté par la GRC,
qui nous avait commandé de la bouffe en prison, des clubs sandwich pour tout le monde, qui avait été super fin avec nous autres. Puis là, quand ils nous ont relâchés, le capitaine de la station dit, il faut que j'aille expliquer à ma fille de 12 ans pourquoi j'ai été obligé d'arrêter les gens de Greenpeace. Il dit, je vais passer un mauvais quart d'heure. Alors, même qu'à Toronto, pour la tour du CN, la police de Toronto avait envoyé l'escouade cycliste pour nous arrêter. Ils nous ont emmenés dans une voiture, là, mais ceux qui sont venus nous chercher dans la tour, qui nous ont escortés jusqu'à la voiture de police, c'était des cyclistes. 2 fois, j'ai été accusé au criminel de méfaits publics et reconnu coupable, donc pour la tour du CN. Je n'ai pas de casier. Alors, les 2 fois, j'ai eu ce qu'on appelle une absolution conditionnelle. Donc, si je respectais les conditions émises par la Cour, garder la paix pendant 1 an, faire des travaux communautaires, il y avait un certain nombre de choses là, que je devais faire ou ne pas faire, je n'avais pas de casier judiciaire. Alors j'ai été reconnu coupable 2 fois, mais 2 fois, on a pris ce type d'arrangement-là avec la Couronne. Donc, et même que, en fait, je me suis fait arrêter en juillet 2001. Il y a eu évidemment les attentats du 11 septembre, quelques temps après, à New York. Et moi, pour le travail, je devais me rendre à New York 1 mois après le 11 septembre. Puis je ne passerai jamais la frontière. Puis, comme une lettre à la poste. Alors, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça pour les voyages. Et je voyage pour le travail quand même beaucoup. Je vais aux États-Unis régulièrement, un peu partout dans le monde. Ça n'a jamais été un problème. Il y a beaucoup de fronts communs. Bon, d'abord, la question environnementale, en fait, on devrait parler des questions environnementales parce qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a des organisations pour qui le mandat, c'est plus la protection des espèces, la protection des milieux. Il y en a d'autres qui sont plus sur la gestion de la forêt. Il y en a, c'est l'eau, donc le fleuve Saint-Laurent, l'eau. Il y en a, c'est plus l'eau en ville, l'eau potable, la privatisation. Il y en a d'autres comme nous chez Équiterre, bon, c'est beaucoup les changements climatiques, les transports, l'agriculture, puis le commerce équitable. Alors, chaque organisation a un peu sa spécificité, sa façon de faire. Puis je pense que c'est normal, on vit dans une société qui est très diversifiée. Les gens ont des intérêts, des façons de faire qui varient d'une personne à l'autre. Puis ce qu'on voit, c'est que dans les organisations, bien, les gens vont se retrouver parce qu'ils partagent les mêmes préoccupations, puis les mêmes cultures organisationnelles aussi. Donc, si tu es à Équiterre, bien, tu vas être tout aussi passionné que quelqu'un qui est chez Greenpeace, mais l'action se fait de façon très différente. Donc, chez Greenpeace, on parle pas beaucoup aux politiciens. C'est pas ça qu'on fait. On fait pression sur les entreprises, on pose des gestes d'éclat pour attirer l'attention du public à des enjeux. Il y a des organisations qui, eux, comme nous, par exemple, on va travailler plus avec des politiciens. Bon, moi, je suis régulièrement nommé sur des groupes de travail. Je co-préside le comité aviseur sur les changements climatiques pour le gouvernement du Québec. J'étais sur la délégation canadienne avec la ministre de l'Environnement pour la conférence de Paris l'an passé. Donc, les gens ont leur façon de faire, leur approche, leur stratégie, leur tactique. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, puis qu'on ne travaille pas beaucoup ensemble, puis qu'il n'y a pas sur des enjeux. Tu sais, je pense que ce serait dur d'avoir une organisation qui soit capable de représenter tous les enjeux environnementaux, parce qu'il y en a tellement. Tu sais, on n'a pas parlé des produits toxiques, de la couche d'ozone. Il y en a beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens vont avoir tendance à travailler ensemble autour des mêmes enjeux. Donc, les gens qui travaillent sur la protection de la forêt ou sur la protection des espèces, bien, vont se faire soit des coalitions formelles ou informelles pour effectivement avoir plus de poids dans leurs revendications. Puis ceux qui travaillent sur le transport vont faire la même chose, puis ceux qui travaillent sur le bâtiment vont... mais je pense que c'est un peu utopique de penser qu'on pourrait essayer de ramener tout le monde sous une même tente, quoique il y a de très grandes tentes aussi. Moi, j'ai co-présidé pendant 5 ans le réseau Action Climat. Donc, c'est un organisme parapluie d'organisations à travers toute la planète qui travaillent sur les changements climatiques auprès des Nations unies. Donc, à l'époque, quand j'ai quitté, ça fait déjà 3 ans,
on était rendu à peu près à 800 membres et il y en avait là, vraiment partout, là. La Chine, à l'Inde, à l'Amérique latine, à l'Afrique, l'Océanie, l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord, partout. Donc, ce dont vous parlez, ça arrive, mais ça se fait généralement en fonction de grands enjeux et non pas là, d'un truc qui essaie de regrouper tout le monde pour représenter tout. Je pense que ce serait trop compliqué, ça deviendrait une espèce d'immense machine